Dans cet épisode de Miss Buster, À juste titre, on a passé 10 ans à vous dire « N'essayez pas ça chez vous ». Mais dans cet épisode, on a dressé une liste d'expériences que, selon nous, vous pourriez tenter chez vous. enfin, pas tout à fait ce genre d'expérience, mais après avoir répété pendant 200 épisodes, N'essayez pas ça chez vous. il semblerait que les Miss Buster changent de refrain pour un spécial « Essayez ça chez vous ». Le résultat peut être tout autre. Alors, préparez vos lunettes de sécurité, votre étui de poche Oh la vache! et votre bloc-notes. Parce que pour cet épisode, ils ont trouvé des mythes que vous pouvez peut-être essayer chez vous, ou peut-être pas. Qui sont les Miss Buster? Adam Savage C'est scientifique! et Jamie Heineman. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, Le dragon d'or! Tori Belleci On va mourir! et Grant Imahara. Qui veut se frotter à moi? Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. C'est donc un épisode spécial, essayez ça chez vous. Exactement. Nos avocats sont d'accord pour qu'on fasse ça? Oui, et voilà comment ça va se passer. On va tester une série d'expériences loufoques et de vidéos virales pour déterminer, premièrement, si elles sont vraies, et deuxièmement, si on peut les essayer chez soi sans risque. Alors, certaines de ces expériences pourraient s'avérer trop dangereuses. Oui, par contre, je crois que la première expérience devrait être facile à réaliser chez soi. Et c'est un classique, de l'eau au micro-ondes. Ah oui, de l'eau chauffée au micro-ondes peut tuer des plantes si on les arrose avec. Je pense que c'est pas vrai du tout, et qu'on devrait tester ça. C'est un mythe d'Internet qui s'est répandu dans le monde entier. Ces photos seraient soi-disant la preuve que l'eau bouillie au micro-ondes est toxique pour les plantes. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce mythe va tomber à l'eau? S'il s'avère que vous pouvez essayer ça chez vous, vous aurez besoin des ingrédients suivants. À l'atelier, Adam et sa main verte se préparent à tester les os. Voici la question à laquelle on va répondre. Est-ce que de l'eau bouillie au micro-ondes tue les plantes? Joli. Pour déterminer cela, on va arroser des plantes avec de l'eau bouillie au micro-ondes, évidemment. Magnifique. On va également comparer le résultat à d'autres témoins. L'un sera de l'eau bouillie sur le gaz, un autre sera de l'eau du robinet ordinaire et le dernier ne recevra aucune eau. Le moment est venu. Procédons à une vérification du système. Tout est réglé correctement. Alors, dans exactement 40 secondes, l'heure va passer à 12h10. Et pendant 1 minute, les plantes seront arrosées à l'eau bouillie. Puis, je vais retirer ces 2 plantes parce que je ne veux pas trop les arroser par rapport aux autres. Je vais régler tout ça et on pourra y aller. Et maintenant, c'est au tour de l'ingrédient soi-disant toxique, l'eau bouillie au micro-ondes. Et voilà. Alors, pour que les choses soient bien claires, le mythe n'est pas que les plantes n'aiment pas l'eau bouillante. Pitié, ne versez surtout pas de l'eau bouillante sur vos plantes. Vous les tueriez immédiatement, comme tout autre être vivant. Non, laissez l'eau refroidir jusqu'à température ambiante avant de la verser sur un être vivant. Maintenant que ces 3 types d'H2O sont dans l'installation, il est prêt à se verdir la main. C'est parti. On a utilisé 8 laitues romaines dans 4 groupes différents, sur lesquels on a versé 4 eaux obtenues dans des conditions radicalement différentes. L'eau va descendre des seaux en hauteur à travers ces programmateurs qui sont réglés pour arroser les plantes pendant exactement le même laps de temps et verser précisément la même quantité chaque jour. Mais vous allez me parler de la lumière du soleil. Eh bien, on y a pensé. Voilà la lumière. Il s'agit de véritables lampes horticoles. On va soumettre nos plantes à ces lampes pendant environ 16 heures par jour. Une belle lumière vive. Et on va consigner leur croissance sur le tableau ici. Après 1 semaine, je vous jure qu'on devrait voir une différence. Et après 2 semaines, les résultats seront pratiquement irréfutables. Mais même si c'est palpitant de regarder pousser des laitues, on va avancer rapidement jusqu'à 1 semaine dans le futur. Alors, regardons comment vont nos plantes. Regardez-moi ça, 23 cm,5 cm. La plante arrosée à l'eau bouillie au micro-ondes dépasse toutes les autres. Elle mesurait environ 14 cm. Et maintenant, elle fait plus de 23 cm. Ça s'annonce pas très bien pour le mythe.
C'est un résultat radicalement différent de celui des photos virales. Mais pourquoi exactement est-ce que les gens sont prêts à croire que de l'eau bouillie au micro-ondes est dangereuse? En un mot, la radiation. Les micro-ondes utilisent une forme de radiation électromagnétique, mais elle fait partie des moins dangereuses qui existent. Les fours à micro-ondes fonctionnent en faisant vibrer les molécules d'eau environ 2,45 milliards de fois par seconde. Cette vibration est ensuite convertie en énergie thermique et on obtient ainsi un moyen rapide et efficace de réchauffer les aliments. Mais aucune radiation n'est transmise durant le processus et théoriquement, de l'eau bouillie au micro-ondes n'est pas différente de l'eau bouillie sur le gaz. Mais on va tout de même poursuivre l'expérience une semaine de plus pour voir ce qui se passe. Après 2 semaines de croissance, Adam est lâché parmi les laitues pour la dernière fois. Ce qu'on cherchait à déterminer, c'était si l'eau bouillie au micro-ondes est dangereuse. Et je crois qu'on a prouvé sans aucun doute qu'elle ne l'est pas. Regardez-moi ça. Ce sont les plantes en meilleure santé, ces deux-là. Ce sont les plantes les plus hautes. Et elles ont été arrosées à l'eau bouillie au micro-ondes. Elles vont parfaitement bien. Et on a aussi déterminé que l'absence d'eau est très très mauvaise pour les plantes. Alors notez bien ça si vous n'avez pas la main verte. Ce mythe est peut-être bidon, mais vous n'avez pas à nous croire sur parole. Essayez ça chez vous. Et maintenant, une extinction extrême d'incendie. Pour commencer, on a une vidéo virale. Les fans veulent savoir si ce qu'on voit est possible et s'ils peuvent essayer chez eux. Regardez. Un bateau a pris feu, mais un jet-boat vient à son secours en luttant contre le feu grâce à la vitesse. Waouh, il le fait! Ce mec est dingue! Mais en plein incendie, est-ce qu'un virage de l'extrême à 180 degrés peut vraiment éteindre un feu? Ouais, on va faire du bateau. T-shirt mouillé. Vieux loup de mer? Donc, pour découvrir si ça fonctionne, Carrie, Tori et Grant se sont rendus à la Big Break Marina où ils ont recréé tous les éléments de cette situation d'urgence. Pour éteindre le feu, on va utiliser ce bateau. Il s'agit d'un jet-boat de 1978. Il a un 5,7 litres Oldsmobile. Monte à bord, matelot. D'accord, mais la sécurité avant tout, mes amis. La sécurité avant tout. En plus de ça, il envoie derrière lui une gerbe de 37 mètres. Et le mieux, c'est qu'il me laisse le conduire. Sauf que le propriétaire a imposé une condition. Il veut être dans le bateau avec nous, ce qui n'est pas logique du tout parce que c'est sûrement l'endroit le plus dangereux. Je crois qu'on doit s'entraîner. C'est parti pour la conduite acrobatique. La conduite de précision est cruciale pour ce mythe. Donc, pour commencer, Tori doit atteindre la vitesse maximale avec le bateau. Ensuite, juste avant de s'écraser contre le pylône, il faut qu'il réussisse le virage à 180 degrés pour que le jet-boat lance son impressionnante gerbe. Joli! C'était un super entraînement, mais je crois qu'il est temps d'allumer un feu. C'est parti. Ouais, je pense que tu vas y arriver. Le deuxième élément de cette situation d'urgence est le bateau en flammes. Et pour cela, ils prennent des précautions. Juste de la paille. C'est à ce joli bateau qu'on va mettre le feu. On va enflammer une botte de paille et une palette et les laisser brûler. Il y a de l'air par en dessous pour permettre à toute cette paille de bien brûler. On devrait obtenir une belle flambée. Si tout se passe bien, on pourra éteindre le feu avec la gerbe du bateau. Sinon, les pompiers sont sur place pour s'en occuper. Le moment est venu d'allumer le feu. Mais avant cela, on va mouiller tout le terrain qui se trouve juste derrière le bateau. Parce qu'on voudrait surtout pas que des braises s'envolent et provoquent un incendie inutile. Le bateau est prêt à prendre feu comme dans la vidéo. Génial. T'appelles ça des vacances, Carrie? Mais la gerbe du jet-boat parviendra-t-elle à éteindre le feu? C'est bon, le bateau est attaché. Tori est prêt à démarrer. Il n'y a plus qu'à mettre le feu maintenant. Ce qu'on s'apprête à faire, c'est retirer un élément du triangle du feu. En effet, pour qu'un feu existe, il faut 3 éléments. Une source d'ignition, un carburant et un agent oxydant. Dans le cas présent, c'est l'oxygène. Ce qu'on cherche à faire, c'est remplacer cet oxygène par de l'eau, et si on y arrive, alors le feu va s'éteindre. Pour confirmer ce mythe, on doit éteindre le feu avec le jet-boat en 4 essais ou moins. Ça y est, le grand moment est arrivé. Que je comprenne bien ce qu'on fait. On se dirige droit sur un bateau en flammes, c'est ça? Exactement. D'accord. Puis à la dernière minute, on va faire demi-tour. J'espère que ça va marcher. Maintenant. Après 10 ans de mythes impossibles, dangereux et complètement dingues que vous ne devriez pas essayer chez vous,
Sortez-moi de là! Ou que vous ne pourriez pas essayer chez vous, cet épisode est consacré à des expériences que vous pouvez peut-être essayer chez vous. Ça semble toujours très facile sur Internet. Bien qu'au départ ils soient tous décalés, ces métronomes finissent par créer une symphonie synchronisée. Mais peut-on faire danser des métronomes au même rythme chez soi? J'ai remarqué une chose dans toutes les vidéos de métronomes qui se synchronisent. Ils sont toujours posés sur une plateforme qui bouge légèrement, qui tremble ou qui vibre si vous préférez. Je vais vous montrer pourquoi c'est important selon moi. Si je bouge ce métronome pendant qu'il bat la mesure, le moindre petit mouvement a un effet significatif sur la périodicité de ces battements. Voici 2 canettes de soda et ma plateforme mobile. J'ai un métronome et je voudrais simplement voir ce qui se passe quand je le pose là-dessus. Vous voyez? Ça bouge, c'est clair. C'est vraiment cool. Ce petit métronome a un effet remarquable sur ma plateforme. Et je crois que cet effet serait encore plus important si la plateforme était plus légère. J'ai pile ce qu'il faut. Génial, ça fonctionne super bien. L'effet est carrément plus perceptible grâce à la nouvelle installation. Des tuyaux en aluminium léger et une plateforme légère par-dessus. J'ai limité le plus possible la friction et l'élan pour que seul le métronome ait de l'effet. Maintenant, essayons avec 2. Après 2 minutes, c'est le rythme qui l'emporte. Continuez comme ça. Joli. Génial, ça fonctionne parfaitement. Ça leur a simplement pris un petit moment pour se synchroniser. Cool! J'ai une idée. Si j'empêche la plateforme de bouger, ils devraient perdre leur rythme commun. Et voilà! La plateforme mobile est absolument essentielle à la réussite de cette expérience. Alors, si 2 se synchronisent, est-ce que 5 vont marcher en cadence? Ce métronome rose est en train de gâcher toute mon expérience. Après 3 minutes, quelque chose vient gâcher le rythme. Le métronome rose est complètement décalé par rapport aux 4 autres, qui semblent vouloir se synchroniser. Mais le rose ne veut pas jouer avec les autres. Pourquoi t'arrives pas à t'entendre avec tes frères? Allez, c'est parti, on réessaie. Curieusement, il semblerait que Adam ait réussi à amadouer le rose pile comme il faut. Et voilà. Très bien. On a réussi. Oui, ils sont synchronisés, c'est génial. Et maintenant... Du calme, faites plus de bruit. Arrêtez, stop, stop. Permettez-moi de vous expliquer ce qui s'est passé. Le métronome rose refusait de se synchroniser avec les autres. Et en l'observant, j'ai remarqué qu'il était systématiquement un peu trop lent. Partant du principe que la tolérance de fabrication sur ces métronomes est un peu lâche, je l'ai accéléré en descendant le contrepoids un tout petit peu plus bas que la dernière graduation. C'est là où tous les autres sont réglés. Il s'est avéré que c'était la solution miracle pour aider tous les métronomes à se synchroniser. C'est génial de savoir que ces appareils sont accordables. Maintenant qu'il maîtrise ses métronomes, combien peut-il en faire danser à son rythme? C'est bon. Je peux pas en mettre plus là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La vache! C'est vraiment stupéfiant comme truc. Au départ, ils sont totalement décalés. Puis, ils finissent par se synchroniser et on obtient ça. Et si l'un d'entre eux se décale, les autres lui redonnent le rythme. Ils veulent tous être amis. Ouais, ils veulent être amis et faire exactement la même chose. Adam est monté jusqu'à 11 métronomes. Je sens que tout ça va bientôt s'intensifier. Pendant ce temps, à la Big Break Marina, Il y a un beau feu violent. Éteignez-le! Bien reçu, on arrive! Tori fonce à pleine vitesse Le voilà. Il se dirige tout droit sur le pylône. pour tester une méthode d'urgence de lutte contre le feu. J'espère que ça va marcher! La gerbe de Tori semble bien avoir arrosé le bateau. Mais comme il n'y a pas de fumée sans feu, ils vont remettre ça.
Préparez-vous à repasser une fois de plus pour s'assurer que le feu est bien éteint. Mais je crois que ça s'annonce très bien. Le skipper Bellecci tente une nouvelle fois de lutter contre le feu grâce à la vitesse. C'est parti! Je crois que tu l'as eu! Je crois qu'on l'a éteint. Il ne doit plus rester que des cendres. C'est impossible que ça brûle toujours. Je crois qu'il a été éteint au premier passage. Le deuxième, c'était pour être sûr. Et le troisième, rien que pour s'amuser. Manifestement, on peut éteindre un feu avec un virage d'urgence à 180 degrés. Waouh! Ils sont vraiment passés tout près du bateau cette fois-ci. C'était incroyable. Maintenant, ils savent que cet exploit d'extinction n'est pas un mythe. Mais la question demeure, est-ce qu'on peut essayer ça chez soi? C'était un truc de fou. Foncer à toute vitesse, à 80 km/h, droit sur un bateau en flammes. Et juste avant de le percuter, je dois braquer le volant pour arroser le bateau en flammes avec ma gerbe. Ça fonctionne! Il a éteint le feu! J'en reviens pas que ça ait marché, mais vous savez quoi? Je crois que j'essaierai pas ça chez moi quand même. Ouais, on est parvenu à réussir cette expérience bien qu'on ne soit ni pompier professionnel, ni conducteur de bateau professionnel. Mais le problème, c'est que pour y arriver, il faut surmonter sa peur de foncer droit sur un bateau en flammes et être capable de virer à la dernière seconde. Sans parler qu'il faut avoir accès à un jet boat. Malheureusement, ce n'est pas une expérience que n'importe qui peut tenter. Oui, il vaut toujours mieux laisser les professionnels lutter contre le feu. Je me demande si Jess me laissera encore emprunter son jet boat. Quand tu veux. Il semblerait que le mythe tient bien la route. Des métronomes placés sur une surface plane et activés ensemble finissent par se synchroniser. J'ai réussi avec 2, puis avec 11, mais maintenant, le moment est venu de risquer le tout pour le tout. Devant moi, vous pouvez voir une table de air hockey, sur laquelle Jamie a soigneusement disposé 216 métronomes. C'est plus que dans toutes les vidéos qu'on peut trouver sur Internet pour mettre en évidence ce phénomène. D'ici quelques minutes, on espère donc établir un record du monde officieux. Pourquoi on se sert d'une table de air hockey? Parce qu'il s'agit d'un jeu où les palets flottent sur un coussin d'air. Ça flotte, c'est certain. Et maintenant, ce sont nos métronomes qui vont flotter sur un coussin d'air. Ça devrait leur fournir la basse friction qui les fait se dandiner jusqu'à se synchroniser. Alors, comment tu veux procéder? Je vais commencer dans ce coin-là. Tu as qu'à démarrer là-bas et on remonte chacun la moitié. D'accord, tu veux compter à rebours? D'accord. 3, 2, 1, vas-y. C'est un travail minutieux de démarrer tous les métronomes un par un. J'ai fini ma moitié. Mais maintenant qu'ils battent tous en même temps, théoriquement, ils devraient commencer à se synchroniser. Ils battent tous la mesure. Ils s'activent tout en flottant sur un coussin d'air. Je suis complètement hypnotisé par ce son. Je sais. Mais avec 216 métronomes, soit presque 20 fois plus que dans la dernière expérience, est-ce que Adam et Jamie vont battre un record du monde? Ou est-ce que les appareils ne vont en faire qu'à leur rythme? C'est un épisode spécial Essayez ça chez vous. Et maintenant, Adam et Jamie vont s'intéresser aux chaînes. Parce qu'ils touchent leurs billes. On sait tous de quoi il s'agit. Une chaîne à billes chromées ordinaires. Des clés et des plaques d'identité pendent au bout depuis des décennies. Mais il existe une vidéo virale qui semble montrer que, dans des conditions favorables, elle se comporte presque contre la pesanteur. Cet exploit défiant la pesanteur a soi-disant été réalisé sans la magie des effets spéciaux. Mais est-ce qu'il tire sur la corde ou est-ce qu'on peut réellement reproduire cette expérience chez soi rien qu'avec une chaîne à billes, un béchet et si vous en avez une caméra à grande vitesse? Matez un peu ça. Regardons la vidéo à grande vitesse. Et Adam? C'est fou. On dirait qu'elle se dirige vers l'autre bout de la pièce. On a l'impression qu'elle ne devrait pas être capable de faire ça, hein. Non. Je me demande si c'est la chaîne à billes qui provoque ça ou si ça le fait avec n'importe quelle chaîne. Je tiens dans ma main une chaîne normale qui fait environ la même longueur et le même poids. Peut-être qu'elle va nous aider à comprendre ce qui se passe. Pas vraiment. Non, cette réaction est spécifique à la chaîne à billes. Mais ça a donné à Jamie une grande idée.
J'ai maintenant une plus grande chaîne. Voyons si elle va plus loin. Il semblerait bien que plus les billes sont grosses, plus l'effet est important. Mais dans ce numéro défiant la pesanteur, est-ce que la distance au sol joue également un rôle? Voyons ce que ça donne à 2,50 m de hauteur. Ça a fait une différence. D'après nos tests, il est clair que deux forces principales sont à l'origine de cet effet. La première, c'est qu'une masse qui se déplace dans une direction particulière cherchera toujours à continuer à se diriger dans cette direction. Donc quand on tire rapidement la chaîne hors du réceptacle, elle veut continuer à se diriger vers le haut. Mais très peu de temps après, la pesanteur commence à la tirer vers le bas. Et c'est ça qui donne cet arc. Si l'une de ces forces est beaucoup plus puissante que l'autre, par exemple si la pesanteur tire trop fort, alors on n'obtient pas un aussi grand arc. Mais quand les deux forces sont parfaitement équilibrées et associées au design symétrique exceptionnel de la chaîne, tout converge pour créer un arc qui semble surréaliste. Mais quelle qu'en soit l'explication, c'est un effet très cool. C'est très cool en effet. Et pour pousser l'effet au maximum, Adam a envie de se déchaîner. C'est la plus grosse chaîne à billes que j'ai pu trouver. J'ignorais complètement qu'il en existait d'aussi grosses. On fait un essai? Je crois que tu vas avoir besoin de plus de hauteur. D'accord, très bien. Allez, on y va. C'est quand tu veux. C'est parti. C'était fantastique. Ça a très bien marché. C'est presque magique de regarder la chaîne se dérouler en arc. Elle semble défier la loi de la pesanteur en sortant du réceptacle. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que l'effet semble être proportionnel à la taille de la chaîne à billes. On obtient donc un tout petit arc avec celle-ci. Et un bel arc géant avec celle-là. Je ne savais même pas qu'on fabriquait des chaînes aussi grosses avant ce segment. C'est génial. Oui, étonnamment, on peut facilement essayer cette réaction en chaîne chez soi. Alors, on vous encourage à sortir un bêcher et une chaîne à billes et à essayer l'expérience chez vous. Et maintenant, l'équipe part en safari de chimie. Pour ces expériences chimiques suivantes, les fans veulent qu'on teste premièrement si elles sont vraies et deuxièmement s'ils peuvent les essayer chez eux. De quoi il s'agit? Du dentifrice pour éléphants et des serpents explosifs. Des éléphants et des trucs qui explosent? On est sûr que les gens peuvent faire ça chez eux? Eh bien, avec une liste d'ingrédients constituée de produits ménagers, le dentifrice pour éléphants est la première expérience scientifique à tester. Il suffit d'un peu d'eau oxygénée, ce qu'on utilise pour se décolorer les cheveux, du liquide vaisselle, un peu de colorant alimentaire pour faire chic, et enfin le catalyseur qui est de la bonne levure toute simple. Tu vas nous en mettre plein la vue? Oh oui. On recule. C'est comme quand on faisait un exposé sur les volcans. Regardez ça. Haleine fraîche garantie. Il est facile de deviner pourquoi cette mousse géante est appelée dentifrice pour éléphants. Sous sa forme de base, le peroxyde d'hydrogène est extrêmement stable. Mais ce qui se passe ici, c'est que quand on ajoute la levure, elle décompose le peroxyde d'hydrogène très rapidement et ça libère de l'oxygène. Celui-ci se fait prendre à l'intérieur du liquide vaisselle, ce qui crée des bulles et ce gros bazar mousseux génial. Même si le test de l'expérience qu'on peut essayer chez soi est réussi, il s'agit seulement d'une fontaine mousseuse. Et ici, on vous montrait une variante spéciale rien que pour Miss Buster. N'essayez pas ça chez vous. Pour passer d'une expérience simple genre « Allez-y, essayez ça chez vous » à une dangereuse spéciale Miss Buster, on va utiliser des composants de laboratoire. J'ai entre mes mains du peroxyde d'hydrogène plus concentré et comme catalyseur de l'iodure de potassium. Comprenez bien qu'il s'agit de composants chimiques bien plus caustiques, alors la réaction va être bien plus dynamique. Très bien. Deuxième essai. Mais il ne faut surtout pas essayer ça chez soi. On recule. Ça va donner un truc de dingue. Tu vas nous épater avec la science? Vous êtes prêts? Vas-y. C'est quoi ce délire? C'est beaucoup plus dynamique comme expérience. Qu'est-ce que c'est chaud? Ouais. On voit la vapeur qui s'échappe. Oui, c'est le genre de dentifrice dont un éléphant serait fier.
Et voilà, vous avez vu 2 versions du dentifrice pour éléphants. La première est une expérience que vous pouvez carrément essayer chez vous. Il suffit d'avoir des produits ménagers comme de l'eau oxygénée et de la levure pour obtenir une magnifique fontaine de mousse magique. La deuxième est un peu plus dangereuse. Il faut des composants de laboratoire pour créer une réaction exothermique avec beaucoup plus d'oxygène et de chaleur pour obtenir un bazar bien plus spectaculaire. Mais ça valait la peine de tout salir. Je comprends toujours pas pourquoi on appelle ça du dentifrice pour éléphants. Je savais même pas qu'ils se brossaient les dents. Maintenant qu'on a vu le dentifrice, on ne vous avait pas parlé d'un serpent explosif? Globalement, on peut dire que le dentifrice pour éléphant est le genre d'expérience qu'on peut essayer chez soi. La suivante est un peu différente. Elle s'appelle le serpent explosif. Le premier ingrédient nécessaire est le sucre, qui seul est inoffensif. Celui qui fait toute la différence, c'est le deuxième. Celui-ci. L'acide sulfurique. Regardez ça! L'acide sulfurique est corrosif, caustique, et si vous vous en mettez sur la peau, vous risquez d'avoir de graves brûlures. Alors malheureusement, ce n'est pas le genre d'expérience que vous pouvez essayer chez vous. Oui, c'est encore une expérience qu'on ne doit pas essayer chez soi. Mais est-ce qu'elle va être explosive? C'est bon, ça arrive. À vrai dire, non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'acide a réagi au contact du sucre qui l'a décomposé. L'eau a été libérée sous forme de vapeur et elle a laissé derrière elle du carbone, le composant du serpent. C'est vraiment cool comme réaction, mais pas forcément très explosif. Je pense que pour qu'elle le soit, elle devra être plus rapide et plus violente. Et je crois que je peux trouver comment créer ce genre de réaction. L'aventurier de laboratoire Grand Imahara remplace donc le sucre par un composé organique classé secret. Ajoute l'acide sulfurique, puis apporte un peu de chaleur à l'équation. Mais est-ce qu'il va obtenir un serpent explosif? Regardez bien. Attention, ne clignez pas des yeux. La réaction va se passer très vite. C'est bon, on y est presque. J'en reviens pas! C'est stupéfiant. Il s'agit d'un processus instantané appelé la désamination. L'acide sulfurique a déshydraté le composé qui a laissé derrière lui un serpent de carbone friable. En conclusion, on vient de voir 2 serpents explosifs obtenus par 2 méthodes différentes. Malheureusement, à cause de l'acide sulfurique, vous ne pouvez essayer aucune de ces 2 expériences chez vous. Donc, bien que les 2 mythes soient confirmés, à moins d'avoir accès à un technicien de laboratoire et à des composants dangereux, vous ne pouvez pas les essayer chez vous. Et maintenant, est-ce que cette expérience avec un soda pourrait s'avérer dangereuse? C'est maintenant le tour d'un mythe qu'on ne devrait jamais essayer chez soi, ou n'importe où d'ailleurs, parce qu'il est interdit dans de nombreux États américains. De quoi tu parles? Des bombes à glace carbonique. Oui, mais c'est jamais une bonne idée de faire exploser quoi que ce soit. Alors pourquoi on s'y intéresse dans cet épisode? Parce que ça nous plaise ou non, les gens essayent ça chez eux. Ces bombes produisent un sacré boom, mais elles peuvent s'avérer très risquées. C'est pour ça qu'on va s'y intéresser. Donc on veut déterminer exactement à quel point elles sont dangereuses. Exactement. On va étudier précisément pourquoi on ne devrait pas essayer de fabriquer une bombe à glace carbonique chez soi. Ce dispositif bricolé fonctionne sur le bon vieux principe de la pression emprisonnée qui, comme le savent bien les Mythbusters, peut se révéler à la fois spectaculaire et très dangereux. Mais quel danger court-on exactement avec ces bombes à glace carbonique? Pour le découvrir, Adam doit d'abord pousser le bouchon. Le vrai danger se trouve au moment de fermer le bouchon et de se sauver. J'ai déjà vu ces bombes exploser en seulement quelques secondes, donc je veux surtout pas me trouver à côté d'elles quand on va essayer de les filmer à la caméra à grande vitesse pour évaluer les dégâts causés. Ça pourrait fonctionner. On va mener cette expérience avec des bouteilles très différentes, comme celle-ci ou celle-là. Mais je dois mettre le bouchon sur toutes, et ma méthode va consister à utiliser cette visseuse, parce que la partie avant tourne et c'est très pratique. C'est comme ça que je vais faire. Adam a trouvé une solution pour visser les bouchons sans les mains. Mets ton avant-bras dans ce trou. Mais maintenant, Jamie doit donner un coup de main à ce mélange de glace carbonique. On cherche à déterminer exactement quel est le danger pour quelqu'un qui a l'une de ces bombes entre les mains. Mais évidemment, on ne va pas utiliser nos vraies mains pour cette expérience. Alors on a besoin d'en fabriquer des artificiels. Magnifique! Le résultat est parfait.
On a maintenant un moule à main complet. On n'a plus qu'à placer ces os à l'intérieur, puis poser la partie supérieure dessus, attacher le tout, le remplir de caoutchouc, et c'est terminé. Comme on s'attend à ce que la main connaisse un peu de dommages physiques, autant qu'elle soit réaliste. Oh là là, elle est vraiment jolie. Super, elle va être parfaite pour ce test. Ouais. Ils peuvent à présent mettre la main sur leur bombe à glace carbonique. Je cours pas par plaisir. Qui ferait ça? Non, je cours parce que c'est ici qu'on va faire détonner les bombes à glace carbonique. Eh oui, on est venu sur le site des explosions. Ça montre qu'on prend le danger de ces dispositifs très au sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va placer du CO2 gelé Ouais, ce truc-là, appelé communément glace carbonique. à l'intérieur d'un contenant fermé avec un peu d'eau. L'eau transforme le CO2 gelé en gaz carbonique, qui se dilate entre 500 et 800 fois plus que son volume d'origine. Ce qui va augmenter la pression à l'intérieur du contenant jusqu'à dépasser cette barre. À ce moment-là, il va éclater violemment en libérant tout ce gaz. Un peu comme quand on déclenche un explosif. Maintenant, découvrons quels dégâts peut causer ce CO2 emprisonné. C'est parti. Pour commencer, c'est au tour de la bouteille de 350 ml. Visse le bouchon. Joli. C'est bien serré. Le gaz carbonique se met immédiatement à déformer la bouteille. Elle s'élargit. Ouais, carrément, elle s'élargit beaucoup. C'est bizarre, c'est presque biologique à quel point elle bouge sous la pression. Ouais. Mais alors qu'elle s'élargit de façon exponentielle, à quel stade est-ce qu'elle va éclater? Ça a arrêté de faire des bulles. C'est à ce moment-là que je sais qu'au moins, elle est bien fermée. J'ai de grands espoirs pour celle-ci. C'était pas si mal. Génial. Manifestement, l'explosion a été violente. Mais Adam et Jamie recherchent la pire qui soit, le scénario catastrophe. Alors, est-ce que cette bouteille de 2 litres, 6 fois plus grande que la précédente, va être encore plus brutale? C'est parti. Vas-y. Maintenant, on attend. La pression monte. Plus il y a de glace carbonique, plus il y a de CO2 emprisonné. Mais à quel point ça va être dangereux? Je suis content qu'on soit derrière cet écran protecteur. Oh oui, moi aussi. Elle commence à devenir asymétrique. Oui, je vois ça. En bas à droite, C'est ça. elle commence à se distendre. Ouais, elle se tord vraiment. C'était très satisfaisant. Mais la question c'est, cette explosion était-elle plus destructrice que celle de la petite bouteille? Malgré le fait que la bouteille de 2 litres faisait presque 7 fois le volume de celle de 350 millilitres, j'ai pas réussi à détecter une différence notable dans le boom. Si seulement on avait un moyen de mesurer l'explosion. Je suis content que tu abordes le sujet, parce que par chance, on a amené David Harding avec nous. Salut David. Salut. Tu peux nous aider à mesurer la puissance de ces explosions? Pas de problème. Génial. Super! Maintenant, il est temps d'apporter des données scientifiques à l'équation et de découvrir exactement quels dégâts peuvent causer ces explosions. À présent, l'équipe se jette à l'eau. On fait quoi maintenant? On va tester une expérience vue dans une vidéo virale. Apparemment, un type est capable de commander l'eau à distance en utilisant seulement un haut-parleur. On dirait un tour de magie. Ouais, il faut que je vois ça. Manifestement, la touche pause a été enclenchée. Mais est-ce qu'on peut vraiment arrêter le temps depuis le confort de son foyer? On a trouvé ce mythe sur Internet. Un homme a filmé de l'eau qui sort d'un tuyau et qui semble s'immobiliser en l'air. Et en plus de ça, il a réussi à la faire rentrer dans le tuyau. Tout ça en utilisant rien qu'un haut-parleur. J'ai fait exactement comme il a dit. J'ai pris un haut-parleur, le mien est un peu plus gros que le sien. J'y ai attaché un tuyau avec de l'eau courante, puis je l'ai attaché à un générateur basse fréquence. Vous êtes prêts à être stupéfiés? Je sais pas pour vous, mais moi, je vois pas l'eau s'immobiliser ou aller en arrière. Je dois peut-être faire une chose de plus. Il s'agit d'installer cette caméra. C'est la dernière pièce du puzzle pour que l'eau se plie à ma volonté. Maintenant, je vais aller chercher Carrie et Grant pour voir si je peux les épater. Alors, vous êtes prêts à voir ça? Observez bien l'eau. Maintenant, je vais la faire s'immobiliser. Vous êtes prêts?
Regardez. Est-ce qu'elle a l'air immobile? Non. Non. Mais attendez, c'est pas fini. Regardez. Bien que le générateur sonore divise le jet d'eau en gouttelettes, à l'œil nu, elle coule toujours vers le bas. Mais lorsqu'on observe le même phénomène à l'écran, soudain, le temps semble se figer. Maintenant, regardez bien, je vais la faire reculer. Je vais monter jusqu'à 22 Hz. L'eau recule. Quoi? Quoi? C'est super cool comme illusion C'est d'optique. génial, hein? Ça ne fonctionne qu'avec une caméra, mais c'est super rigolo et absolument sans danger. C'est excellent! En effet, mais il est temps pour Tori de lever le rideau et de laisser ce magicien de l'eau expliquer comment ça fonctionne. La raison pour laquelle cette illusion d'optique fonctionne, c'est l'association de deux éléments. La fréquence d'image de la caméra et les hertz dans les cycles du haut-parleur. Comme on tourne 24 images par seconde, si on règle les hertz autour de 24, ils font vibrer l'eau de manière à ce qu'elle se trouve au même endroit à chaque fois que la caméra capture une image. Ce qui donne l'impression que l'eau est figée dans l'espace. Et si on bidouille avec les hertz, on peut même créer l'illusion que l'eau remonte dans le tuyau. C'est pas vraiment le cas, mais c'est l'impression que ça donne. C'est cool. Il est évident que cette expérience permet de figer le temps. Du moins, à l'écran. Alors, sortez votre caisson de basse et jetez-vous à l'eau. De retour à l'atelier, C'est quoi ton problème? le rythme ralentit progressivement. Continue! Continue! Adam et Jamie remontent donc le niveau. N'oubliez pas que c'est une expérience que vous pouvez tenter avec les 200 métronomes qui traînent chez vous. Après 30 minutes de battement, Adam se lance dans une ultime tentative pour synchroniser les métronomes. Oh, t'as vu ça? Mais dès qu'il arrête, il perd à nouveau la cadence. Il commence à ralentir. Leurs espoirs s'effondrent comme un jeu de dominos. De temps en temps, on avait l'impression qu'ils commençaient à s'accorder, mais ils repartaient aussitôt chacun leur rythme. Je crois qu'on peut dire que c'est un échec total. Malgré la table de air hockey haute technologie à basse friction, les métronomes n'avaient tout simplement pas envie de se synchroniser. Manifestement, bien que ces métronomes fonctionnent bien individuellement, il y a un véritable écart dans la tolérance de fabrication, si bien que pour les synchroniser tous parfaitement, il faudrait les régler chacun un par un. Si vous avez envie de calibrer 260 métronomes les uns avec les autres, je vous en prie, tentez le coup. Celui-là continue de battre. La ferme. C'est le plus gros échec qu'on ait jamais connu. Tout ce travail pour rien. Vous pouvez essayer ça chez vous. Votre résultat sera peut-être différent. Vous avez vu ça? C'est le plus gros tube à essai que j'ai jamais vu. Vous avez vu le dentifrice pour éléphant. Je me prépare maintenant pour quelque chose que vous n'avez jamais vu à la télévision et que vous ne devriez surtout pas essayer chez vous, le dentifrice pour monstres. On va vous montrer la version XXL. Vas-y, fais-moi monter. Avec une quantité d'ingrédients 200 fois plus importante, ce sera vraiment du dentifrice monstrueux. Vous êtes prêts? La vraie question, c'est est-ce que toi, tu es prête? Elle a l'air prête. Fais-le. D'accord, c'est parti. Voyons voir le dentifrice pour monstres. C'est bon, fais-moi reculer. Joli! Quelqu'un veut une brosse? C'est pas vrai. C'est trop cool! C'est un truc de fou. C'était dingue. Carrie avait installé un tube à essai géant. Elle a versé l'iodure de potassium à l'intérieur et ça a créé une éruption. Je pensais que ça allait pas monter très haut, mais si, et regardez le bazar que ça a fait. Donc n'essayez surtout pas ça chez vous. Mais oui, du dentifrice pour monstres, ça semblait être une bonne idée à ce moment-là. Et qui est-ce qui doit se taper tout le nettoyage après ça, hein? Quel danger court-on exactement avec une bombe à glace carbonique? Le moment est venu de récolter des données scientifiques pour le découvrir.
David Harding et son équipement, c'est-à-dire des capteurs de pression disposés stratégiquement autour de l'explosion, vont nous donner la puissance exacte de ces bombes artisanales. David, t'es prêt? Prêt. Alors, la glace est dans la bouteille, les capteurs sont en place, les caméras tournent, il est temps d'ajouter l'eau. Il suffit d'ajouter de l'eau. Allez vous mettre à l'abri. Elle commence à grossir. C'est marrant parce que du CO2, c'est ce qu'on trouve normalement dans ces bouteilles de soda. Quelque part, c'est comme le soda de l'extrême, hein? Ouais, Je crois que celle-là va vite exploser. j'espère bien. Ouais, Joli! Il y a un morceau qui est retombé 5 secondes plus tard. La glace carbonique a déchiqueté la bouteille. Mais quelle était la puissance exacte de cette explosion? On a relevé combien? 0,21 bar pour cette explosion. C'est tout? Oui, seulement. Par contre, il semblerait qu'elle ait fait sauter le fond de la bouteille, où on n'a pas de capteur direct. Donc le relevé est peut-être faussement bas. Tout à fait. et il s'avère qu'on a récolté des données supplémentaires. Viens voir. C'est pas possible. C'est de l'acier. Et en plus, il est courbé. Alors imagine ce que ça donnerait sur une main. Ça doit faire sacrément mal. Et c'était qu'une petite bouteille. Ouais, Essayons avec la grosse. d'accord. L'explosion de la bouteille de 350 millilitres était assez puissante pour tordre de l'acier. Mais alors que celle de 2 litres se déforme et s'allonge avec la dilatation des gaz, est-ce qu'elle va se révéler encore plus dangereuse? Elle change de forme au niveau du fond. Regarde-moi ça. Ça va être une belle explosion. Elle s'allonge. C'était intense. Intense. Tout comme les données des capteurs. Les chiffres récoltés par les capteurs pendant l'explosion de la grande bouteille sont tombés et ils sont 2 fois plus importants que ceux de la petite bouteille, 0,48 bar. Ça suffit pour causer des dommages auditifs permanents. Quant aux autres types de blessures que l'explosion pourrait causer, les capteurs ne racontent peut-être pas toute l'histoire. Levez la main si vous voulez monter en puissance. Les chiffres seuls indiquent qu'on ne devrait jamais essayer ça chez soi. Mais il reste encore à effectuer le test de dommage. J'ai une prédiction. Je ne pense pas que l'explosion qu'on va voir va creuser un cratère aussi gros que celui-ci, que Jamie a fait en arrivant ce matin. T'es content? Ouais, Alors on y va. Mais je crois qu'après avoir vu ce qu'elle va faire aux mains de chaque côté de la bouteille, vous n'allez pas vouloir essayer ça chez vous. Honnêtement, j'ai toujours eu envie de tenter cette expérience-là en particulier. Dès le départ, la dilatation du CO2 écarte les mains. Ça bouge. Ça va plus durer très longtemps. Ça en a fait du bruit. ouais. Cet éclatement violent a écarté les bras au maximum. Mais même s'il semblerait qu'ils aient fui devant la pression, ils ne sont sûrement pas restés intacts face à tous ces barres. J'ai un poignet cassé juste ici, Jamie. Ouais, carrément. Regarde comme l'explosion a envoyé balader les 2 mains. Ouais. Il y a des lacérations ici. Et peut-être des doigts cassés. Ouais. Il y a une fracture ouverte au niveau du doigt. Oh, et regarde-moi ça. Il y a... Il y a du plastique incrusté dans la peau. Tout à fait. On peut dire que ça va vous gâcher la journée, même si vous ne pourrez pas entendre les gens vous dire à quel point vous êtes stupide, parce que vous aurez des dommages auditifs permanents. Oui, non seulement la force de l'explosion a été suffisamment importante pour que les os transpercent la chair, mais des éclats de plastique se sont également incrustés dans les mains. On a appelé cet épisode « Essayez ça chez vous », parce qu'on a passé plus de 10 ans à faire toutes sortes d'expériences dingues et dangereuses que vous ne devriez surtout pas essayer chez vous. Mais il fallait qu'on termine ici avec une expérience que beaucoup de gens tentent chez eux. On voulait que ce soit bien clair, et je crois que c'est réussi. Mettre de la glace carbonique et de l'eau dans une bouteille de soda, c'est pas de la rigolade. Vous risquez de vous blesser gravement et de façon permanente en jouant avec quelque chose d'aussi dangereux. Alors, ne le faites pas. On a donc tenté des expériences avec un micro-ondes, un jet-boat, des métronomes, des chaînes, de l'acide sulfurique, de l'eau et de la glace carbonique. Parmi tout ça, seulement 4 expériences sont trop dangereuses pour les essayer chez soi. Quant aux autres, veillez bien à être accompagné d'un adulte responsable et surtout, faites preuve de bon sens.